Je voudrais passer la parole à la table ronde suivante. Donc, Jérôme Farégoul, qui est bien sûr, tout le monde le connaît ici, je pense, conservateur conservateur en chef au service des musées de France, qui modérera cette table ronde avec les intervenants qui, voilà, Roland May, et qu'il va présenter dans quelques minutes. Jérôme, vous avez en face de vous Michel Collardel, que l'on verra de l'autre côté tout à l'heure, mais qui donc a écouté M. Salois et tous les précédents discours. Et je vous laisse animer cette table. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Je crois que je vais avoir surtout la difficile tâche de rappeler la montre à nos différents intervenants. Cette table ronde, donc déconcentration, décentralisation, va être en fait dans le parfait prolongement des propos qu'a pu tenir Jacques Salois à l'instant. Et c'est tout l'enjeu des politiques territoriales qui se développent aujourd'hui au niveau de l'État et dans les collectivités, dans les territoires. Pour reprendre l'adage, on gouverne bien de loin, on administre mieux de près. Ce que nous disait Napoléon III il y a quelques dizaines, voire il y a plus de presque 2 siècles, dit bien comment l'État percevait, en tout cas au XIXe siècle, une décentralisation qui finalement, dans le milieu des musées, était déjà à l'œuvre. Et il ne suffit que de penser à ce qu'était l'immense développement des musées dans les villes et dans les capitales régionales au XIXe siècle. Et comment dirais-je, Napoléon III nous voyait que son prisme très parisien et le prisme des préfets, bien sûr, qui étaient déjà au départ les premiers exemples de déconcentration, les tout débuts de la déconcentration. On peut peut-être préciser en 2 mots ces termes. Décentralisation, c'est une délégation de pouvoir de l'État vers des collectivités. Et j'ai envie de dire, dans le cas des musées, c'est quelque chose qui est quelque chose de très ancien. La déconcentration, pour le coup, c'est une délégation de compétences à des services de l'État installés en région. C'est un mouvement qui, j'ai envie de dire, est en marche, se prolonge, et qui, avec la place que les DRAC prennent aujourd'hui, est aujourd'hui un mouvement tout à fait primordial. On a la chance, sur cette table ronde, d'avoir des grands témoins de ce moment, de la mise en place de cette décentralisation. On pense au grand moment des années 82-83, avec Michel Collardel, donc, qui a officié dans des territoires rhône-alpins, au musée dauphinois, puis qui pourra nous faire part sans doute de son expérience lorsqu'il est passé comme conseiller technique au cabinet de Jacques Lang, puis qui a aussi présidé au destiné d'un grand établissement que j'ai envie de dire déconcentré, puisqu'un grand musée, il a porté sur les fonds baptismaux le projet du MUSEM qu'évoquait Jacques Salois à l'instant, grand musée national installé en région. Puis je passerai la parole ensuite à Roland May, qui, d'ailleurs j'ai oublié de préciser, l'intérêt de ces deux contributions est aussi que Michel comme Roland ont été des présidents de la GCPF. Ils vont pouvoir aussi nous donner leur vision de ce prisme quant à ce que sont aussi les métiers et les métiers des conservateurs et l'impact que ça peut avoir. Roland a été donc aussi conservateur de musée à Langres, puis conseiller musée en région, et il a terminé sa carrière comme directeur d'un autre établissement qui est un autre exemple de territorialisation des politiques publiques en étant directeur du CICRP à Marseille. Et puis enfin, dernier étage de la fusée, celle que l'on peut voir aujourd'hui. Donc Juliette Guéprat, qui est chargée du développement au Louvre-Lens. Et là encore, autre exemple d'établissement je n'ose dire déconcentré, mais en tout cas d'une antenne d'une grande institution nationale portée par un EPCC, donc vraiment une structure qui est gouvernée d'une manière tout à fait équivalente par l'État et en codirection, dirais-je, avec les services, les collectivités territoriales. Voilà, mais je ne serai pas beaucoup plus long. Michel, je vous laisse la parole et nous passerons nos questions, je crois, tout à l'heure après les différentes tables rondes.
Merci Jérôme. Bonjour à tous. C'est difficile pour moi d'intervenir depuis si longtemps en étant si loin depuis un si lointain territoire, mais je vais essayer quand même très rapidement de répondre à l'invitation qui m'a été faite. De témoigner en quelque sorte, de témoigner du temps de mon passage à la présidence de l'association et par conséquent des enjeux que nous avons essayé de défendre. Évidemment, après les conférences très synthétiques de Christophe et de Jacques Salloy, mon propos sera certainement beaucoup plus partiel. Et c'est la raison pour laquelle je me permettrai d'ailleurs de parler d'expériences plus récentes et en particulier très rapidement à Mayotte où je travaille actuellement avec Colette Foissé au développement du premier musée de l'île et du département. Donc, vous voyez qu'il existe encore un désert français, même si il est situé très loin dans l'océan Indien et dans le détroit qui le sépare de l'Afrique. Les organisateurs m'ont demandé un témoignage, plus qu'une communication. Je me suis néanmoins interrogé sur l'axe que devrait prendre ce témoignage et en réfléchissant bien, je me suis dit qu'au fond, ce qui avait articulé cette action avec l'ensemble du conseil d'administration de l'association à l'époque, c'était cet axe, c'était celui de l'enjeu, je dirais, de la compétence des professionnels et par conséquent de la formation. Je voudrais juste rappeler que lorsque j'ai été nommé en 1969 conservateur adjoint au musée dauphinois de Grenoble, n'ayant pas encore achevé ma thèse, je ne connaissais des musées un aspect très superficiel, exclusivement dans un domaine très restreint qui était celui de l'archéologie. J'ai donc immédiatement débarqué, si je peux dire, dans le musée et prouvé dans ma pratique de tous les jours cette lacune, ce manque de formation, donc cette incompétence qui étaient les miens. Ce d'autant que à cette époque, les conservateurs de musées étaient au milieu, étaient en quelque sorte des hommes à tout faire des musées et de la culture. Je rappelle ce mot de Jean Châtelain, il parlait des fantassins de la culture pour parler des conservateurs. En fait, on faisait tout. On faisait l'administration, on gérait le bâtiment, on gérait le personnel, il n'y avait aucune assistance d'aucune sorte. On n'avait pas de restaurateur, ce qu'on appelle aujourd'hui conservateur-restaurateur. Bref, c'était on était des sortes d'hommes ou femmes orchestres avec très très peu de formation et des responsabilités immenses. Il fallait à ce moment-là affronter, je dirais, le désir de musée qui était celui d'une population qui sortait de cette période des années 70, 68, 70, et il fallait répondre aussi à une prise de conscience de plus en plus vive de la part des élus que le musée était davantage que ce lieu de quelques vitrines poussiéreuses et d'objets du passé, mais que c'était vraiment un lieu d'éducation populaire, un lieu de formation, un lieu d'égalité. Et dans cette période, évidemment, des années Mitterrand et des années Lang, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc tout cela, je le resitue dans cette perspective. Et je dois dire que si à l'époque, je n'avais pas eu la chance de bénéficier d'un véritable tutorat dispensé par l'extraordinaire patron du musée qui était Marcel Boulin, élève de Marcel Maget, de Georges-Henri Rivière, ancien des chantiers intellectuels de l'époque de l'occupation. Si je n'avais pas, grâce à eux, appris sur le tas, eh bien, je n'aurais absolument rien pu faire. Donc, j'ai mesuré ce qui séparait le simple diplômé de l'enseignement supérieur que j'étais et puis le professionnel de musée qui était un chef d'orchestre d'une institution présente dans la cité. C'est ce qui a déterminé beaucoup l'axe de ce que j'ai proposé au moment de mon élection
comme président de l'association. Tout le bureau qui a été, le conseil d'administration et le bureau qui ont été constitués à l'époque avaient vraiment une priorité, c'était celle de la formation. L'association, à ce moment-là, qu'était-elle? Pour moi, c'était, et pour la plupart de mes collègues, c'était finalement un substitut à ces formations qui nous manquaient. Il y avait à ce moment-là deux types de réunions, des journées d'études à Paris, et puis d'autre part un colloque de province. Donc ces deux scandaient l'année, et on y rencontrait des conservateurs d'autres professions, d'autres directions thématiques. On y rencontrait d'autres professionnels aussi. On y rencontrait des politiques. Et bref, c'était une façon de se doter sur le tas des compétences qui nous manquaient. On compensait donc partiellement ce manque de formation par ces colloques. Tout à l'heure, Jacques Sallois, très brillamment, a rappelé le contexte des musées territoriaux dans les années 70. Des investissements insuffisants, aussi bien en termes de collection, en termes de locaux, en termes de conservation, de conditions de conservation, des personnels insuffisants numériquement, mais aussi en qualification, en spécialité, absence totale, je le rappelle, de la médiation. Elle était quasiment inexistante. Les publics étaient peu présents, donc il y avait peu de demandes, d'une certaine manière. Les problèmes de conservation et de restauration étaient d'ailleurs traités d'une façon qui nous fait frémir aujourd'hui. Je reprends toujours l'exemple, puisque j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des matières organiques archéologiques immergées dans les sites lacustres, etc. Je rappelle que les collections aussi prestigieuses et aussi importantes que celles des sources de la Seine ou de Chamalières étaient en déshérence totale, se dégradaient, se détruisaient, etc. Donc on était dans une situation vraiment très embryonnaire et insuffisante. Tout à l'heure, Jacques Sallois parlait de la recherche, et je voudrais, en rappelant ce panorama un peu désastreux, rappeler également que la recherche était absente quasiment totalement du secteur des musées, en tout cas territoriaux, même si peut-être au niveau des musées nationaux, elle était une préoccupation plus, je dirais, plus ordinaire, plus partagée, plus légitime. Voilà. Le contexte général dans lequel s'inscrit ce paysage des musées, c'était le contexte d'un mouvement politique et administratif de décentralisation et de déconcentration. Je ne vais pas revenir sur la différence entre les deux termes. Je voudrais simplement rappeler que j'avais la chance d'être à Grenoble, et Grenoble, c'était le point d'émergence de ce mouvement qui s'appelait les groupes d'action municipale, avec en particulier Hubert Dubedou, et que d'une certaine manière, ce contexte était formait un terreau qui est extrêmement fertile à la fois pour la réflexion, pour des initiatives et pour, par conséquent, quelques réalisations. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, l'association générale a pris des responsabilités, et a pris des responsabilités d'abord en matière de formation. Donc, je voudrais très rapidement intervenir sur trois thèmes. Le premier, c'était celui de l'association, grâce en particulier à ces sections fédérées qui avaient été instituées auparavant, grâce à ces sections fédérées, puisse mettre en place des séries de colloques de formation professionnelle sur des thématiques qui étaient celles qui correspondaient aux lacunes des professionnels à cette époque-là. Nous avons reçu un soutien absolument enthousiaste, il faut le dire, de la direction des musées de France de l'époque. Je pense évidemment à Hubert Landais, mais à toutes les équipes des musées. Et nous avons par conséquent bénéficié de crédits d'abord nationaux, ensuite de crédits plus régionaux, et nous avons pu par conséquent avoir, je pense, à ce moment-là, un impact réel. Soit dit en passant, nous nous étions inspirés avec le conseil d'administration de l'époque du cycle triennal qu'avait initié Jean Chatelain, un ancien directeur des musées de France,
cycle triennal de formation qui mettait ensemble des conservateurs territoriaux et des conservateurs de l'État et qui avait constitué un terreau très fertile pour nos réflexions. Ayant rejoint après le cabinet de Jacques Lang, au fond, cette transition s'est faite exactement ce moment-là, et je voudrais au passage saluer Jacques Sallois, qui a été certainement celui qui m'a introduit dans ce milieu parisien que je ne connaissais absolument pas. Donc, grâce à cela, nous avons pu lancer un certain nombre d'opérations à la fois sur le terrain et d'autre part de lancer également une première préfiguration de ce qui est aujourd'hui l'Institut national du patrimoine, que nous avions appelé École nationale du patrimoine, qui, grâce à Thierry Leroy et au ministre Jacques Lang, ont pu se mettre en place sous une forme, donc je répète, de préfiguration, mais qui a été quand même extrêmement propédeutique, extrêmement heuristique. Alors évidemment, à partir du moment où on parlait de formation, on parlait de qualification et on parlait aussi de statut. L'époque était celle des lois sur la fonction publique. Fonction publique, au départ, envisagée comme une seule fonction publique, puis ensuite divisée en trois. Je laisse de côté la fonction publique hospitalière. Il en restait deux dans nos domaines, celle de l'État et puis d'autre part celle correspondant aux collectivités territoriales. Nous étions nombreux à vouloir plutôt un statut unique, une formation unique, un concours par conséquent unique dans lequel il aurait été possible à chacun à la fois de se former et d'autre part ensuite de choisir sa voie. Ça n'a pas été possible, les décisions politiques ont été différentes. Je pense que d'ailleurs, ça correspondait assez à ce que beaucoup de conservateurs du corps de l'État souhaitaient, qu'il n'y ait pas de mélange de genres. Je vais un peu vite et je suis un peu rapide. Et donc, nous sommes arrivés finalement à ce que nous avons aujourd'hui d'un point de vue statutaire, avec bien sûr toutes sortes d'étapes qu'il serait inopportun pour moi de rappeler aujourd'hui. Le développement des sections fédérées, ce qu'on appelle les sections fédérées, qui a pris des visages différents, qui s'est posé des questions également d'ordre statutaire, a été évidemment un facteur d'accompagnement, un facteur positif dans tout cela. Voilà, c'est un témoignage que l'on m'avait demandé d'apporter. Je répondrai peut-être à des questions plus précises des uns et des autres. Je voudrais simplement rappeler terminer en disant que si j'ai imaginé et obtenu le transfert du Musée national des arts et traditions populaires de Paris, où il n'avait jamais eu de public véritablement et où c'était un bel objet pour spécialistes, à Marseille, en le transformant en musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, c'est une thématique sur laquelle il faudrait évidemment rediscuter. Si j'ai fait cela après avoir créé le musée de la civilisation celtique à Bibracte, après avoir lancé le musée qui vient d'être inauguré il y a quelques mois du lac de Paladru sur le lac de Paladru. Si je continue aujourd'hui à travailler pour l'émergence d'un musée ici, tout cela est dans une même ligne qui est celle à la fois d'un développement muséal, mais aussi d'un développement muséal, évidemment, aujourd'hui c'est banal, ça l'était moins il y a 40 ou 50 ans, d'un développement muséal qui soit véritablement un outil d'éducation populaire, de formation, de qualification, d'appétit vers le savoir et d'intermédiaire vers, je dirais, un bien public, une vision de la société
qui ne peut être partagé qu'à partir à la fois du partage d'une culture, du partage d'un souci, du partage d'une transmission, d'une volonté de transmission. Voilà, je termine simplement là-dessus. Étant à Mayotte, je ne peux pas m'empêcher, en regrettant évidemment de ne pas être avec vous, ce qui, vous pouvez l'imaginer, aurait été pour moi un bonheur suprême. Mais étant ici, je voudrais rendre hommage, en terminant, à nos collègues mahorais qui, malgré les infinies difficultés du territoire, il y a 1 heure, j'étais ici dans ma chambre d'hôtel c'est le seul endroit où je peux avoir Internet, au milieu d'un groupe de gendarmes, de policiers, etc., avec des immigrés clandestins sur le toit qui menaçaient de se jeter dans la rue à côté, et c'était un drame, des hurlements, etc. Bon, tout ça, c'est bien terminé. Je voudrais dire que dans ce territoire, qui n'est connu en métropole que par le déséquilibre financier qu'il constitue pour la République, les engagements qu'il suscite pour des budgets exceptionnels, etc. Dans ce territoire, la culture, évidemment, est un enjeu majeur, un enjeu à la fois d'intégration, à la fois aussi de capacité de donner des métiers, de donner des possibilités de développement qui font cruellement défaut. Et je voudrais rendre hommage à mes collègues ici qui ont réussi, avec l'appui de quelques politiques un peu déterminés et visionnaires, à engager la création d'un établissement muséographique qui vient d'être reconnu comme musée de France, mais qui est évidemment dans un état embryonnaire que vous pouvez imaginer. Et je pense que, d'une certaine manière, dans mon parcours, je reviens à cette période du début, où en 1968, avec Marcel Boulin, nous envisagions la professionnalisation, puisque c'était un musée sans conservateur et sans personnel, la professionnalisation du musée dauphinois comme un élément dans le développement du territoire et dans l'égalité des chances de nos concitoyens. Je suis désolé, j'ai été un peu trop long. Je vous prie de m'en excuser. Merci beaucoup Michel pour cet éclairage sur ce moment charnière de la vie des musées et de la révolution que vous avez connue en compagnie de Jacques Salloy, de rappeler aussi l'importance de la structuration des métiers. Si côté État, les choses étaient assez claires, assez bien organisées, et il est vrai qu'il y avait des nécessités de construire une filière, et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui avec une filière territoriale culturelle qui maintenant organise et professionnalise vraiment en spécialisant de vrais acteurs dans les territoires du monde muséal. Je m'empresse de passer la parole à Roland May qui nous propose son intervention. Donc, l'émergence du désert français, c'est vrai que dans les territoires, pour ceux qui ont connu des temps pas si anciens que ça, c'était peut-être une vision que nous avions lorsque nous étions dans nos pauvres petits musées en région. Je te laisse la parole, Roland. Merci. Ça marche. Merci Jérôme. Donc moi je vais également en témoigner. Je vais me permettre, si monsieur Jacques Salloy me le permet, de m'inscrire dans ces mammouths aussi qui ont passé la main. Effectivement, en témoigner, je pense que ça va compléter bien sûr les propos de Jacques Salloy, également les propos de Michel Collardel, en vous relatant ce qui s'est passé sur le terrain pendant ces périodes-là et qui n'ont pas été toujours très, très simples. Et lorsque l'Association Générale m'a sollicité autour de cette thématique de déconcentration, décentralisation, donc en tant qu'acteur, alors soit en tant que président puis vice-président de l'Association Générale de 86 à 91, j'étais un jeune président, je crois que je dois être le plus jeune, donc je suis très fier de ça. Et ensuite, conseiller musée à la DRAC Rhône-Alpes de 1992-2000. Donc effectivement, ça me donne
J'ai eu ce plaisir, cet avantage de vivre donc ces 2 décennies. Et effectivement, le sentiment qui me reste en mémoire, c'est, en passant de 81, puisque c'est ma date d'entrée de fonction, à 2000, c'est cette émergence du désert français, donc expression que j'ai reprise de l'ouvrage de Jean-François Gravier, et qui va vraiment profondément modifier le paysage institutionnel et professionnel des musées. Mais le chemin, pour ne pas dire l'aventure, fut long, non exempt de difficultés, voire d'embûches. Il y a eu bien sûr la mise en place des directions régionales des affaires culturelles, dont on connaissait à l'époque les circonscriptions archéologiques, les conservations régionales des monuments historiques et le récent service régional de l'inventaire. Puis arrivèrent progressivement les conseillers sectoriels. Les musées ne furent pas parmi les premiers à en être pourvus. Cette nouvelle fonction de conseiller musée souleva d'ailleurs diverses interrogations et ne reçut pas une adhésion immédiate de la part des secteurs concernés. D'abord, elle était perçue comme une fonction administrative et non scientifique, destinée à gérer des crédits nouvellement déconcentrés, constituant donc surtout un échelon supplémentaire entre la centrale, notamment l'inspection générale et le service de restauration des musées classés et contrôlés, et les musées. Du côté des musées en région, lors des discussions qu'évoquait Michel, c'est-à-dire des journées d'études en province ou à Paris, la perception ne fut pas forcément plus positive, notamment de la part des musées d'une certaine importance, dont les musées classés, craignant que ce nouveau conseiller musée, conservateur sans collection, n'exerce une certaine tutelle, entre guillemets, à leur égard. Le mot tutelle avait d'ailleurs été utilisé par Olivier Chevrillon, directeur des musées de France, lors des journées de l'Association Générale en 1988, disant que, bien sûr, ces conseillers musées n'exerceraient pas de tutelle sur les chefs d'établissement des musées classés. C'était bien gravé dans le marbre. D'ailleurs, ce manque d'attraction et d'intérêt se traduisit lors de l'ouverture progressive des postes à partir de 1986-87 par l'absence de candidature de conservateur d'État. Il n'y a eu qu'un seul candidat en PACA en 1991, alors qu'il s'agissait pourtant d'appliquer la politique de la direction des musées de France. Les premiers conseillers conservateurs furent donc des conservateurs de musées contrôlés, nommés par détachement sur un contrat de conseiller sectoriel, à l'instar de ceux du spectacle vivant ou des arts plastiques. Leur accès au corps d'État n'était même pas envisagé, probablement pour des raisons budgétaires, mais aussi en raison de l'entrée, disons, difficile dans le corps d'État à l'époque. Ces premiers conservateurs territoriaux, qui ont donc été nommés, je cite les premières premiers DRAC qui avaient bénéficié de conseillers conservateurs, donc DRAC Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, allaient donc se lancer dans cette aventure sans trop savoir à quoi elle va aboutir. On était des contractuels du ministère de la Culture, mais il y avait un point commun, c'est que beaucoup de ces conseillers musées, en tout cas la première génération, donc 80, en gros 88, 89, 90, là je parle sous le contrôle de M. Sallois, ça doit être ça, sont des personnes qui avaient des mandats au sein de l'Association Générale des Conservateurs. Et je ne vais pas il faut que je cite ici à Lens Simone Blasi, président de la section fédérée Nord-Pas-de-Calais, première conseillère musée Nord-Pas-de-Calais. Je pense qu'il faut que je cite Charles Chétel, qui a complètement relooké la revue à l'époque et qui va devenir le premier conseiller musée en Midi-Pyrénées. Et si je peux me permettre, je me cite pour Rhône-Alpes, puisque je suis le premier conseiller musée en Rhône-Alpes en 1992, et ancien président de l'association. Alors, une fois nommé, il fallait se faire une place auprès des interlocuteurs, tant parisiens que locaux. Je pense que l'engagement de certains d'entre nous dans l'Association Générale a facilité cette prise de contact, outre, je l'espère, notre compétence sur le terrain et surtout les possibilités de financement que nous avions avec les crédits déconcentrés dans le domaine des expositions ou des politiques des publics. L'intégration du maillon conseiller-musée dans le dispositif État a été beaucoup plus laborieux. En raison du caractère, je pense, intermédiaire de la fonction, nécessitant un repositionnement des agents de la centrale, Monsieur Sallois l'a exposé, une révision des pratiques et des relations passées, mais peut-être aussi en raison d'une répartition encore floue à l'époque des missions entre le conseiller musée et ses collègues de centrale, puisque tout ceci va vraiment prendre corps qu'à partir des années 95, après la réforme notamment de la direction des musées de France, faite par Jacques Sallois, avec cette disparition d'une distinction entre musées nationaux et musées classés et contrôlés, pour être rapidement, et également le repositionnement de la centrale autour du contrôle scientifique et technique que va gérer Dominique Véville, chef de l'inspection, autre personne que je tenais à citer. Cette intégration était aussi délicate car pour la DMF, les conseillers musées étaient d'une certaine façon ses représentants en région,
Mais pour le DRAC, le conseiller était un de ces agents assurant une présence sectorielle. Il fallait donc trouver le bon équilibre entre ces deux autorités. Ce point paraissait particulièrement sensible lors des discussions budgétaires d'investissement. Et encore dans les années 80, quand je discutais les budgets à l'ADMF, où l'ADMF demandait, exigeait, du conseiller de préserver la contribution musée versée dans une enveloppe globalisée aux mains du DRAC, qui pouvait, selon les circonstances, les utiliser à d'autres fins sectorielles. Donc confiance et délégation sans réserve n'est pas forcément les mots que je retiendrai pour la mise en place de la déconcentration dans le domaine des musées. Et je finirai sur ce point-là en citant un exemple que j'ai vécu et qui pour moi est emblématique. C'est celui de Rhône-Alpes, puisque la DRAC Rhône-Alpes était la seule DRAC en 92 à avoir des crédits de restauration déconcentrés. Mais elle n'avait le droit d'utiliser cette enveloppe que pour financer les restaurations des musées, bien sûr, de Rhône-Alpes, réalisées dans les 4 ateliers qui se trouvent en Rhône-Alpes, c'est-à-dire les mosaïques à Saint-Romain-en-Galles, les objets organiques, Michel en a parlé, Arc Nucléaire à Grenoble, les tissus à Lyon ou les céramiques et objets archéologiques à Vienne. Alors que la région Rhône-Alpes abritait les 2 grands chantiers majeurs de rénovation de musées, le musée Saint-Pierre à Lyon, grand projet présidentiel, et le musée des Beaux-Arts de Grenoble, je ne pouvais donc financer que ce qui était restauré dans les 4 ateliers dont je vous parlais. Toutes les campagnes de restauration de peinture et de sculpture avaient été gérées et subventionnées par le service de restauration de l'ADMF. Ce n'était pas vraiment facile pour avoir une politique cohérente autour de l'État en disant en début d'année, pour les 2 ans à venir, on va vous subventionner en tel pourcentage vos opérations. Alors comme je me suis un peu entêté et que je voulais absolument que les crédits soient déconcentrés, donc de façon répétée, j'ai dit mais il faut qu'on trouve un système pour la déconcentration totale, qui de toute façon était prévu, c'était dans les tuyaux, simplement c'était freiné, je ne reviens pas non plus sur des freins parisiens, mais qui était freiné. Et donc on propose de tenir à partir en gros de 96-97, les crédits vont être totalement déconcentrés en 98, donc 6 ans après ma prise de fonction, en disant, voilà, ce qu'on va faire cette fois-ci, on fait des réunions où chaque musée, à Lyon, où chaque musée va présenter ses dossiers, il y aura un accord technique et scientifique du service de restauration, et ensuite vous allez bénéficier d'un seul financement, celui de la DRAC, une procédure expérimentale qui probablement a été retenue dans la loi Musée de France, puisque ce sont actuellement les commissions de restauration qui ont été établies. Et je trouvais vraiment dommage qu'il ait fallu autant de temps, parce qu'en 1998, les crédits sont déconcentrés en Rhône-Alpes, et en 2000, tous les crédits de restauration vont être déconcentrés dans toutes les DRAC en une seule fois, et les pauvres conseillers musées étaient complètement désemparés d'avoir donc ces enveloppes à gérer, puisque à l'époque, je rappelle, il n'y a pas de loi musée, il n'y a donc pas de qualification reconnue des restaurateurs, et il n'y a pas ce système qui est mis en place. Voilà ce que je voulais dire pour la déconcentration. Pour la décentralisation, je ne vais pas en parler beaucoup, puisque les musées, par définition, tu l'as dit, étaient décentralisés. Et même les musées classés, le seul point particulier, c'était que le chef d'établissement était un conservateur d'État. Mais je voudrais plutôt insister sur le fait que ce qui était nouveau, c'est que c'était une prise en considération, grâce à tout ce qui a été dit, même dans le livre bleu, à toute la prise en compte, soit des autorités parisiennes, soit de la dynamique des acteurs provinciaux, qui va entraîner le changement. C'est en fin de compte c'est cette conjonction des 2 énergies qui va effectivement changer les choses. Et l'association générale va jouer un rôle important, avec d'autres, bien entendu, dans ce dispositif-là. Par exemple, elle va organiser en 1988 des journées d'études au Sénat. C'est la première fois qu'on fera effectivement des journées d'études donc, au Sénat autour de la thématique musée pouvoir public. Je vous ai même apporté le numéro historique de 88, qui va être accompagné d'une campagne de communication. C'était une première, on a même pris une attachée de presse. Et nous allons créer le logo de l'association. Le logo de l'association remonte à 88, c'est ce que le conseil d'administration avait décidé. Et ces journées avaient interrogé sur la place des musées dans la société et les politiques publiques. Elles donnaient la parole pour la première fois dans un même lieu et à l'occasion des mêmes journées d'études à des dirigeants du ministère, à l'administration centrale, à des élus, députés, sénateurs, élus locaux, directeurs de services et responsables de musées, ce qui nous a donné une belle couverture médiatique. D'ailleurs, cette démarche va être renouvelée 10 ans plus tard, en 98,
Toujours au Sénat, autour d'une autre journée d'études, qui est le conservateur du patrimoine, un métier pour le 3e millénaire. Et ça a permis de faire un bilan des 10 ans d'évolution là-dessus. Parce qu'il était effectivement important que cette émergence avait besoin que les potentialités en Provence soient reconnues et confortées. Et là aussi, ce n'était pas toujours un long fleuve tranquille. Alors, c'était un long fleuve tranquille pour les projets de rénovation. Effectivement, les années fin 80, début 90, on est plutôt dans ce créneau-là. J'allais dire, pour paraphraser le moine clunisien Roland Gabler, le territoire français se couvre d'un manteau blanc de musées, ça c'est clair, et ça a été un élément très important grâce aux moyens financiers, mais également à l'engagement des élus qui ont beaucoup évolué à cette période-là. Mais c'est aussi une période on a beaucoup parlé de formation, c'est aussi une période qui a été une période de polémique et même de dissension au sein de la communauté des conservateurs, qui sont assez révélatrices des clivages de l'époque. Et là, je reprends ce que disait Michel. Effectivement, il y avait un thème fort de la part de l'association, c'était le projet d'une formation commune à tous les conservateurs de musées, qui a été formulé effectivement, le livre bleu en parle, mais à partir des années 80, qui en fut le signe le plus manifeste. Ce projet devait donc uniformiser le dispositif de recrutement et de formation en remplaçant celui pour les musées contrôlés. Je vous rappelle que c'était une inscription sur une liste d'aptitudes suivie suite à un stage de 3 mois dans un musée reconnu par l'Inspection générale des musées classés et contrôlés, et d'autre part réformer l'année de stage pour les conservateurs du corps d'État. La formation envisagée était accessible par concours. Les contours étaient encore flous, Michel l'a rappelé, parce que justement, on était en pleine discussion sur la future filière territoriale et devait durer à peu près 18 mois. Ce dispositif induisait donc de fait que tous les conservateurs, quel que soit le futur musée qu'ils allaient intégrer, faisaient le même métier, y avaient les mêmes responsabilités. Ce ressenti entraîna une campagne de presse assez virulente et tout à fait représentative de l'état d'esprit de la situation des musées, puisqu'il y a des articles, je pense que vous avez des archives à l'association, vous les regarderez, les années 86 sont très intéressantes là-dessus, est donc apparu dans la presse, publiquement, une distinction, voire une discrimination entre les grands musées, les petits musées, les musées d'art, les musées d'histoire, les musées locaux, etc., pour conclure au fait que, en gros, ce sont deux choses différentes et on n'a pas besoin d'avoir la même formation de la part de tous les futurs conservateurs. Derrière cette divergence de principe se profilait aussi une démarche plus corporatiste avec des revendications salariales et de statut qui va s'incarner dans la création en 1984-85 d'une association pour la revalorisation du corps d'État. Très active à Paris, elle se signala par la distribution inédite de feuilles de salaire de conservateurs d'État à la sortie des inaugurations d'expositions du Grand Palais. Elle ignora à l'époque totalement la situation des conservateurs des musées contrôlés. C'est pour vous expliquer le climat des musées contrôlés, dont je rappelle que le salaire dépendait du classement du musée en première ou deuxième catégorie, distinction tributaire de la collectivité et non de la carrière et de la fonction du conservateur. Et qu'un conservateur de musée de deuxième catégorie finissait sa carrière avec un salaire inférieur à celui d'un instituteur à l'époque. Donc, au-delà de ce climat délétère, ce projet de formation commune était aussi fragilisé par les discussions autour de la fonction publique territoriale, Michel l'a rappelé, les grilles de rétribution, le lien entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, et tout ceci en première cohabitation de 1986. Je pourrais raconter, ça c'est des souvenirs de convocation à Matignon où Michel, on m'a dit « mais vous êtes un ami de Michel Collardel ». Donc voilà, il y avait un climat un peu particulier de l'époque, etc. Donc la situation était telle, le projet de formation était vraiment sur le fil de rasoir, que l'association donc lance une pétition, je ne sais pas s'il y en a eu depuis d'ailleurs, a lancé une pétition auprès de ses membres et organisé en 88 les fameuses journées au Sénat pour conforter ce besoin et la volonté d'avoir des musées professionnalisés sur tout le territoire national. Alors je ne sais si cette pétition, qui remporta un grand succès, fit peser la balance. L'association comprend à peu près 600 membres, on a eu 400 réponses en retour. Je ne sais pas si, en tout cas, l'expression du désert français, en tout cas, rares furent les conservateurs du corps d'État à la signer. En tout cas, le principe d'une école du patrimoine fut acté. Elle s'installa rue Marceau, sous l'égide de l'école du Louvre, grâce à l'engagement de Dominique Poneau. Et son premier directeur, autre personne que je tiens à citer, son premier directeur en fut Jean-Pierre Sainte-Marie, un autre président de l'Association générale des conservateurs. Donc vous voyez que l'association par des individus a pesé dans des machines importantes et de mise en place dont on a aujourd'hui l'élément.
Un volet corollaire, je me permets juste de finir, un volet corollaire à la formation a marqué la fin des années 80, celui de la mise en place de la filière culturelle territoriale dont parlait Michel, et qui là aussi ne fut pas aisée, ni techniquement, ni politiquement, avec la cohabitation. Sans la développer, les étapes en furent complexes, avec la suppression de la liste d'aptitudes. Il y a eu beaucoup de courriers adressés à l'Association Générale en disant « mais qu'est-ce que je deviens puisque la liste d'aptitudes est supprimée ?» La mise en place d'une liste de musées qui avaient le droit à des conservateurs, puisqu'on crée en même temps le cadre d'emploi des attachés territoriaux. Une autre liste qui limitait le nombre de musées qui avaient droit à des conservateurs en chef. Et par exemple, il y avait une situation où la nouvelle filière territoriale avait mis en place un conservateur de deuxième classe, dont l'indice de départ était supérieur aux 3 premiers indices, aux 3 premiers échelons d'un conservateur de deuxième catégorie. Sans processus de rattrapage. C'est-à-dire que pendant 3 ans ou 4 ans, il y avait un vide. Alors, je me permets de citer cela, parce qu'à l'époque, je dirigeais les musées de Marseille, j'avais tous ces cas de figure-là. Alors imaginez-vous le climat entre les conservateurs, entre eux, certains qui gagnaient plus que d'autres alors qu'ils venaient d'arriver, alors que d'autres étaient là depuis 2 ou 3 ans. Enfin voilà un peu tout ceci qui passe. Alors, je ne voulais pas dresser un réquisitoire, un élément négatif. Mais voilà, c'était pas un long fleuve tranquille. C'était aussi ça le quotidien, de faire passer ce genre de choses. Mais je pense que le résultat, pour être positif, est quand même, et vous êtes tous là, donc c'est une preuve, et a permis, je pense, le 3e étage que je voudrais juste évoquer en 2 secondes, c'est ce qui se passe après les années 90, avec la suite de l'aménagement du territoire. On a parlé du Louvre-Lens, on a parlé de Pompidou-Metz, bien sûr du MUSEM dont on a parlé Michel, et je pense que s'il n'y avait pas eu tout ce changement d'un paysage muséal qui était dessiné par l'ordonnance provisoire de 1945 et ce qui s'est passé dans les années 80, je pense que cette dynamique n'aurait peut-être pas eu lieu parce qu'il y a une dynamique de l'État, bien sûr, mais il y a aussi des dynamiques territoriales. Et si vous me permettez, je ne voudrais pas finir en disant que dans cet aménagement du territoire, il y a une décision par un CIAT, donc Commission interministérielle de l'aménagement du territoire en 92, donc c'est très tôt, alors que le MUSEM, Louvre-Lens et Metz, c'est après. Donc très très tôt, un CIAT qui décide de créer un centre de conservation et de restauration à Marseille, avec l'État et 3 collectivités. Donc le CIAT est de 92, le CICRP est inauguré en 2002, il fête ses 20 ans cette année, dans la même configuration, avec les mêmes partenaires, qui ont eu des changements politiques. Et c'est pour vous dire qu'effectivement, on a aussi ce type d'outils, et j'espère qu'un jour, on pourra le continuer. Voilà, j'étais peut-être un peu long, je suis désolé, mais voilà ce qu'étaient ces années 80-90. Merci beaucoup, Roland. Tu as eu le même temps de dépassement que Michel, donc tout va bien. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rappelé ces moments de la mise en place de la déconcentration, qui est aujourd'hui pour nous un régime qui nous paraît extrêmement naturel dans le dialogue entre l'État et les collectivités. Tout cela n'a pas été aussi simple qu'on ne peut le voir aujourd'hui qu'avec notre regard actuel. Merci de nous rappeler aussi la question de l'évolution des statuts que pour les plus anciens nous avons connus. Et nous allons terminer cette table ronde par une note extrêmement positive sur la réussite d'un bel équipement qui est tout à la fois porté par l'État, porté par la région, et vraiment dans ce qui est finalement peut-être le point de jonction entre déconcentration et décentralisation. J'ai envie de dire que ce qui est peut-être le plus marquant, c'est le poids pris par l'échelon régional, avec l'importance des DRAC aujourd'hui dans l'animation des politiques culturelles sur les territoires, et puis le poids des régions aussi. Si effectivement la décentralisation est à l'œuvre aujourd'hui, elle passe aujourd'hui beaucoup par les régions. On a vu cette montée en puissance ces dernières années. Et ça, c'est peut-être le dernier étage de la fusée dont on en parlait, grâce à l'expérience que nous avons partagée avec Juliette Guéprat, qui remplace au pied levé Marie Lavandier, que j'excuse à nouveau, qui est souffrante aujourd'hui. Merci Juliette de nous parler de l'expérience du Louvre-Lens. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je voudrais effectivement excuser l'absence de Marie Lavandier qui est souffrante et isolée. Voilà. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint cette 2e journée du colloque et qui donc arrivent à Lens aujourd'hui. Donc,
en fait, pour cette communication, j'ai cherché dans chacune des cellules du Louvre-Lens et de l'historique de ce projet les effets de la déconcentration ou de la décentralisation sur un cas concret, montrer à quel point ces lois, ces textes, en fait, ont une vie, une vitalité et une incidence, un impact, pourrait-on dire, de première importance. Donc, je vais vous emmener, donc on était dans les années 80-90, n'est-ce pas ? Nous passons donc dans les années 2000. Voilà. Démarrons donc dans les années 2000. Le 28 mars 2003, c'est la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République qui est mise en place. Et 61 jours plus tard, oui, j'ai compté, 61 jours plus tard, le 27 mai 2003, Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture à l'époque, plaide en faveur d'une décentralisation des grands établissements culturels parisiens. Il décide avec Henri Loirette, président-directeur du musée du Louvre à l'époque et jusqu'en 2013, d'engager la réflexion de la création d'une antenne, on disait à l'époque, d'une antenne du musée du Louvre. L'idée d'Henri Loirette était d'actualiser cette politique traditionnelle, celle des dépôts, celle de la part sacrée, selon l'expression consacrée, et pour reprendre la formule de Chaptal en 1801, la part sacrée que le Louvre doit aux régions. Ces devoirs étaient, selon M. Loirette, mal remplis à l'époque. Plusieurs villes vont candidater pour accueillir ce deuxième Louvre, ce Louvre bis, cette antenne. On tournait autour du jargon à cette époque-là. Et le 1er novembre 2003, vous voyez que ça va très vite, Guy Delcourt, le maire de Lens, porte la candidature de la ville. Au même titre que 5 autres villes de la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque et une ville picarde, on va les nommer, Arras, Calais, Boulogne-sur-Mer, Béthune, Valenciennes et Amiens. J'isole un petit peu Valenciennes et Amiens qui avaient des édiles un peu particuliers dans ce gouvernement. Le 13 août 2004, là, les choses avancent du point de vue législatif puisque les responsabilités locales sont définies. La loi transfère de nouvelles compétences aux collectivités territoriales sur le domaine du développement économique, du tourisme, de la formation professionnelle, etc. Le 29 novembre 2004, et c'est la date de cette image, de cette photo, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin désigne Lens comme ville d'accueil du nouveau Louvre. Cette photo est assez symbolique. Donc vous voyez Monsieur Raffarin à gauche, à droite, tout à droite, tenant cette merveilleuse petite affiche, Guy Delcourt, le maire de Lens, aujourd'hui disparu. Au centre, Jean-Pierre Cuchéda, le maire de Liévin à l'époque. Vous voyez que le transfert se fait du Premier ministre vers le maire. Le choix de Lens, plutôt que Calais, Valenciennes ou Amiens, a tenu à l'engagement des élus, à l'adhésion de la population. Les Lensois se sont réellement mobilisés en écrivant 8000 lettres exprimant le désir de musée. C'est pas une pétition, c'est vraiment des lettres. Le choix de Lens tient aussi évidemment à la volonté de l'État de soutenir le développement du bassin minier. La ville a été choisie parce qu'elle avait été ravagée par toutes les crises, par toutes les guerres. Elle n'avait pas de musée, elle n'avait même pas de cinéma. D'ailleurs, on a annoncé hier la création d'un cinéma d'art et d'essai qui s'installera à Lens en 2025 sur le parking du stade Bollaert. J'aimerais citer Henri Loirette. Je sentais qu'il y avait à Lens quelque chose qui nous appelait, qui nous éveillait, et dans ce rapprochement entre Louvre et Lens, une déflagration qui disait immédiatement l'objet de notre ambition. Donc aussitôt, une fois que Lens a été choisi, le projet même de cette antenne a été celui d'un Louvre en fusion, c'est-à-dire un musée qui, contrairement peut-être au solennel et parfois
pour beaucoup intimidant palais parisien, devait être un musée facilement accessible, un musée qui appuyait aussi sur les connexions, sur les connexions du Louvre. Donc sur la transversalité, la pluridisciplinarité, qui en étaient donc les principes, comme en écho un peu en lointain du Louvre. C'était en fait déjà, juste par le choix de Lens, c'était déjà un Louvre autrement. Alors j'aime bien cette expression et elle dit beaucoup en fait de l'évitement de toute forme de subsidiarité en fait. De la sublimation, enfin, du dépassement de cette notion de subsidiarité pour inventer effectivement quelque chose d'autre. Donc c'était déjà le Louvre autrement et cela a toujours été un Louvre autrement. Donc il a été pensé pour s'ouvrir sans discrimination à tous les publics, vous entendez bien la notion de démocratisation culturelle, pour permettre un égal accès aux œuvres et aux services. Et aussi, quand le Louvre, l'un des musées universels, ou plutôt universalistes et encyclopédiques, décide de s'installer à Lens, il interroge son propre modèle en des termes dialectiques. Le global et le local. Alors, le global, c'est l'aura du Louvre, sa marque, et évidemment ses collections. Le local, c'est le bassin minier en déprise. Autre couple dialectique, l'universel et le singulier, ou plutôt le commun et le particulier, voire le contexte. L'excellence et l'humilité. Là, la dialectique est moins évidente et c'est tant mieux. Donc on retrouve dans l'usage de cette dialectique en fait dans tous les enjeux, même des collectivités locales qui ont présidé au choix de Lens. Pour les collectivités locales, l'enjeu était de favoriser un changement d'image, de favoriser l'attractivité du territoire, en s'appuyant donc sur l'image du Louvre pour générer des flux d'activités touristiques, créer des emplois directs et indirects, enclencher une rénovation urbaine et favoriser la démocratisation culturelle en direction de la population du territoire. Donc vous aurez compris que sur nos petites épaules, il y avait quand même beaucoup de choses. Je regarde mon temps parce que là j'ai déjà beaucoup parlé. Oui. Ensuite, le 21 janvier 2005, on lance le concours international d'architecture. Et plus précisément, c'est Daniel Percheron qui va le lancer, président de la région Nord-Pas-de-Calais, qui est donc maître d'ouvrage du futur musée. Ce concours, il s'inscrit dans un site très particulier, un site de 20 hectares, absolument admirable, qui disait tout ce qu'était la région industrielle. Ancien carreau de fosse de mine, il portait une histoire sous-jacente, souterraine, c'était une sorte de palimpseste de la mémoire. Sa topographie particulière avait été façonnée par l'activité minière. On est ici sur un terri plat. Et enfin, c'était également un terrain fragile, c'est-à-dire avec une population fragile. Donc ce concours visait à exalter l'histoire comme la fragilité et donc c'était l'un des enjeux quand même de créer un espace qui puisse répondre à ce double mouvement de déconcentration et de décentralisation. On choisira donc l'agence Sana, donc des Japonais. On les choisira le 26 septembre 2005. À l'époque, ils étaient inconnus. Ils ont gagné le Pritzker Prize en 2010. Ils n'avaient pas encore fini un bâtiment en Europe. Le projet de Sana a été choisi parce qu'il ne s'imposait pas au territoire et il ne s'imposait pas au terrain. Il y répondait avec la volonté de le couvrir très doucement, avec la volonté de le refléter. C'était déjà une architecture du Louvre autrement, une architecture qui était capable de permettre de repenser les pratiques muséales. Mais les débats ont fait rage, évidemment, dans le jury. Le trio de tête, Ricciotti, Hadid, Sana, a fait débat, notamment parce que certains élus, à l'époque, donc on est quelques années après l'inauguration du Guggenheim à Bilbao, cherchaient dans un grand geste architectural une sorte d'efficacité architecturale et donc une efficacité économique. Finalement, c'est ce projet très doux
tout à fait conforme en fait au principe même de la décentralisation qui a été retenu. Et je trouve ça particulièrement savoureux que ce soit des Japonais qui le proposent. Ensuite, là on avance un peu plus vite. C'est en septembre 2008, le projet scientifique et culturel de ce prochain Louvre, qui ouvrira donc le 4 décembre 2012, dont on fête les 10 ans. Ce projet scientifique et culturel, il est écrit par le Louvre, mais il est présenté au Conseil régional et au Conseil économique et social. Dans ce PSC, il y a une notion qui est très importante, c'est celle de la greffe. Il fallait que la greffe prenne. À ce moment-là, la Galerie du Temps était née, en tout cas dans l'esprit à la fois de son commissaire général, Henri Laurette, mais aussi d'un point de vue architectural. Elle est née, cette Galerie du Temps, de cette dialectique entre le global et l'universel, entre le Louvre et le territoire. Elle échappe évidemment aux notions de décentralisation et de déconcentration, mais ça a inspiré une autre façon d'écrire l'histoire de l'art, et c'est ça qui est aussi intéressant en se déplaçant. Une histoire de l'art fluide, transcivilisationnelle, transchronologique, une écriture aussi synthétique, qui s'échappe de la logique encyclopédique de l'organisation en département du Louvre. Donc l'espace qui le sert, et vous le voyez ici, n'y est pas pour rien. Cet espace, il est un petit peu en pente. Cette pente reprend le terrain, donc une certaine empathie avec le territoire d'ancrage. Et le parement des parois périphériques avec l'aluminium qui est utilisé en façade fait entrer le paysage à l'intérieur de l'espace. Forme de territorialisation d'une autre manière. Je sens que je dois avancer. Donc, on avance un peu plus vite. Le 3 décembre 2010 est créé le PCC. Le PCC, d'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à la loi EPCC, puisque elle aussi fête ses 20 ans. C'est la numéro 6 c'est la loi numéro 6 du 4 janvier 2002. La loi musée étant la numéro 5, un peu plus snob peut-être, un peu plus classe, comme le parfum. Pardon. Donc on crée le PCC en décembre 2010, donc un établissement autonome, fortement lié au musée du Louvre par une convention scientifique et culturelle qui sera adoptée en août 2012. Son fonctionnement appelle un dialogue de gestion comme un dialogue de projet dont le théâtre est le conseil d'administration. Les statuts prévoient 12 représentants des collectivités locales, dont 9 pour la région, 1 pour le département, 1 pour la communauté d'agglomération de Lancy-les-Bains et 1 pour la ville. 10 représentants du Louvre, dont la présidente directrice et l'administrateur général. La présidente directrice du Louvre est la présidente du conseil d'administration de l'EPCC. 2 représentants de l'État, le préfet et le directeur régional des affaires culturelles. J'aurais voulu saluer Hilaire Milton, mais du coup, vous lui passerez le mot, je pense à lui. 4 personnalités qualifiées, dont une dont j'ai déjà cité le nom auparavant, c'est Jean-Jacques Ayagon, qui est encore aujourd'hui dans notre conseil d'administration, comme il est d'ailleurs présent dans le conseil d'administration du Centre Pompidou-Metz, et 2 représentants du personnel. Un point particulier des statuts de l'EPCC, le musée du Louvre-Lens n'a pas de collection. Il y a un effet d'extension en fait de la pensée du musée du Louvre, 5 minutes, oui, qui en fait étend ses collections jusqu'à Lens. C'est ce qu'indique en partie la convention cadre entre le Louvre et le Louvre-Lens, dans laquelle le Louvre s'engage à mettre à disposition du Louvre-Lens des ensembles significatifs d'œuvres des collections nationales confiées à sa garde, avec tout un tas de dispositifs et d'outils permettant de faciliter cela, notamment la dispense d'assurance. Le 4 décembre 2012, voilà. Le 4 décembre 2012, jour de la Sainte Barbe, patronne des mineurs,
le musée du Louvre-Lens est inauguré. J'ai choisi une photo qui est un peu démonstrative de mon propos. Vous reconnaissez déjà en arrière-plan la liberté guidant le peuple. Et évidemment, au premier plan, François Hollande, président de la République, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture de l'époque. À droite, on retrouve Guy Delcourt, maire de Lens. À gauche, tout à gauche, un des pères fondateurs de ce musée, que je n'ai pas cité encore jusqu'ici, ou en tout cas pas assez, c'est Daniel Percheron. Et derrière, un peu comme une ombre, le deuxième père fondateur, Henri Loirette. C'est un musée qui a... Un musée dont le développement est fondé sur une politique des publics extrêmement importante, humanisée, accueillante, bienveillante, avec un effort très conséquent sur l'éducation artistique et culturelle. 500 000 visiteurs en moyenne chaque année au musée, jusqu'à 100 000 élèves accueillis dans ce musée. Des centaines de partenariats sur le champ social, sur les domaines de la santé, en direction des publics de la solidarité aussi, sont menés par l'équipe de médiation selon les principes qui nous sont chers à tous, ceux de l'inclusion. Donc, musée éducatif, inclusif, qui s'adresse des bébés à partir de 9 mois jusqu'aux seniors, aux grands-parents. On a même des stages pour former les grands-parents. Et en 2019, on a choisi d'adopter, et je conclus avec ça, de proposer au conseil d'administration un deuxième PSC. Je vais laisser ces images-là pour conclure. Donc le PCC, en 2018-2019, a décidé de lancer l'écriture d'un nouveau projet scientifique et culturel, 10 ans après l'écriture du premier, qui était fondateur, de manière à considérer plus fondamentalement les mutations sociétales actuellement en cours, mais également son terrain d'ancrage. Je vais conclure en évoquant simplement un aspect de ce projet scientifique et culturel auquel on tient beaucoup. C'est la formulation de 5 engagements dans ce projet scientifique et culturel. Engagements pour que le musée participe à la lutte contre les inégalités de santé, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre le décrochage scolaire, à la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Bref, le musée a considéré certaines urgences sociales et sanitaires du territoire pour participer à y répondre, changeant un tout petit peu les paradigmes de son action culturelle, visant à augmenter son utilité publique. Et je m'arrête là.